Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence tout de suite avec les nouvelles de ce mardi 11 octobre 2022. Nous avons pas mal de nouvelles, des bonnes, des mauvaises. On va commencer tout de suite par la mauvaise. MiCA, donc la loi européenne pour les crypto-monnaies, est passée, en tout cas passée sur le premier cas. Il serait appliqué notamment en 2024. Pour vous faire un petit résumé rapidement, ça changerait beaucoup au niveau de la création et de la gestion des sociétés qui sont en crypto et domiciliées en Europe, ce qui est problématique étant donné que je pense que beaucoup de crypto-monnaies vont sortir de l'Europe, surtout que le service de rémunération au lending, c'est-à-dire le fait de déposer par exemple du stablecoin sur une plateforme et pouvoir toucher un yielding, donc toucher un pourcentage dessus, ça ne sera absolument plus possible. Donc c'est très compliqué pour certaines, en tout cas certaines sociétés. Ensuite, il y a la Travel Rule. Travel Rule, c'est quoi ? C'est globalement toutes les informations qui sont stockées et qui sont données, doivent être données et échangées entre les différents acteurs crypto, notamment les noms, les prénoms des utilisateurs, les portefeuilles de destination, les numéros de compte de la plateforme, l'adresse postale, son numéro d'identité et où sa date et lieu de naissance. Donc, globalement, quasiment tout. Donc ça arrive en finalisation au Parlement courant octobre, à savoir que c'est passé quand même, je crois qu'il n'y avait qu'une seule voix contre, là pour l'instant dans le préliminaire, et on attend encore la validation d'octobre, mais bon, clairement, tout ce que j'ai pu lire à l'heure actuelle nous disent que ça va passer et qu'il faut se préparer pour début 2024 à la mise en place de cette loi, parce que là actuellement c'est un projet qui n'est pas encore légalisé, qui arrivera derrière justement avec la validation courant octobre. J'ai pas encore les dates, dès que je les ai je vous les donnerai. Donc très mauvaise nouvelle, mais en même temps, il faut bien passer par une législation. Dommage que la législation européenne soit encore une fois très arriériste dans cette acceptation de l'évolution, mais on ne pouvait pas s'attendre autrement, malheureusement, je pense. La régulation est obligatoire, ça c'est sûr et certain. C'est un pas essentiel pour pouvoir arriver sur la mass adoption. Nous, on vise la mass adoption. C'est dommage que ce soit effectué comme ça sur 2024. À voir, est-ce qu'on va avoir peut-être un changement de fusil d'épaule durant l'année 2023 ? Peut-être. Est-ce que c'est mon côté un peu utopiste ? Ensuite, nous avons Binance qui rappelle qu'ils sont prêts à investir 500 millions de dollars avec Elon Musk pour l'acquisition de Twitter. Twitter qui doit être terminé en termes d'acquisition d'ici la fin du mois d'octobre, donc il n'y a pas de temps à perdre. Ensuite, nous avons une grosse nouvelle. Grosse nouvelle, c'est le CEO de JP Morgan, donc Jamie Dimon, qui nous explique tout simplement que les USA et l'économie globale pourraient rentrer dans la récession dans les 6 à 9 mois prochain, et ensuite deuxième annonce qu'ils effectuent, que les actions peuvent perdre encore 20%. Alors, il faut toujours faire très attention avec notamment JP Morgan, parce que toutes les annonces qu'ils ont effectuées, généralement, quand ils font une communication comme ça, c'est qu'ils ont derrière une mise en place un peu particulière. Je m'explique, il y a assez peu de temps, ils ont dit qu'il fallait absolument, que le cours allait monter, qu'il fallait vendre notamment sur les métaux précieux, qu'il fallait vendre à un certain niveau, et en fait on se rend compte que eux-mêmes étaient en train de distribuer à ce moment-là. Donc c'est un petit peu toujours la pattern que l'on retrouve avec JP Morgan, donc il faut prendre un peu de recul. Généralement quand on a une nouvelle de JP Morgan, c'est plutôt l'inverse qu'ils essaient de faire, c'est-à-dire que quand ils vous annoncent une target de prix, c'est que eux ils sont en train de distribuer là où vous êtes, et donc ils veulent pas que vous justement vous soyez en vente au moment où vous êtes là, d'accord, ou que vous, voilà, tout simplement si on vous dit vous inquiétez pas, hein, ça va descendre encore plus, sous-entendu n'achetez pas maintenant, parce que de toute façon, là on est en train d'acheter, donc limite vendez, comme ça nous on continue à acheter. Donc il faut faire très très attention par rapport à ça et aux déclarations, et généralement moi j'ai tendance à les prendre en contre-information, c'est-à-dire que si j'ai JP Morgan, le CEO de JP Morgan, qui communique officiellement comme ça sur une récession qui arrive, sur une chute des taux de 20%, une chute des actions de 20%, bon, moi personnellement je me dis ok, là en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on est dans une zone très intéressante. Est-ce qu'on peut descendre ? Oui. Est-ce qu'on va descendre comme indiqué de 20% ? Peut-être pas. Donc voilà, il faut vraiment mitiger ce type de nouvelles, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi qu'on ait une communication de JP Morgan sur l'avenir 6 mois, 9 mois de récession.
avec une chute de 20%, ça me confirme qu'on est potentiellement, en tout cas par rapport à mes billets à moi, ça je tout simplement mes billets à moi, ça me confirme un petit peu qu'on est dans une zone très intéressante. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, on va le voir, mais somme toute, on est quand même dans quelque chose qui vaut la peine d'acheter, en tout cas de s'exposer si on le souhaite. Ensuite, nous avons Polygon qui a encore fait parler de lui, avec toujours le même projet, donc Hermès. Hermès, c'est quoi? C'est leur ZK-EVM. C'est une grosse avancée, c'est vraiment une très grosse avancée, parce que globalement, c'est une couche de scaling qui se trouve au-dessus d'Ethereum, donc on va démultiplier la puissance d'Ethereum grâce au ZK Knowledge, et qui est EVM compatible. Le testnet est officiellement lancé, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont vraiment attendu la DevCon, donc événement très important qui a lieu du 11 au 14 octobre. Je pense que j'aurai pas mal de nouvelles à vous donner suite à ça, mais c'est un gros événement Ethereum qui permet de réunir tous les gros développeurs, tous les gros acteurs de l'écosystème Ethereum. Et donc, à côté, on a quand même ce testnet qui est lancé. Donc maintenant, ce qu'on va attendre au niveau d'Hermès, ça va être le passage en public net. Ça va être vraiment le plus important, parce que c'est une très grosse solution qui est open source en plus. Donc ça veut dire qu'on va avoir, je pense, plein de dérivés qui risquent de montrer leur nez d'ici à 6 mois, 1 an, je pense. Alors, peut-être moins, ça dépend, mais globalement, 6 mois, 1 an, je pense que ça me paraît cohérent. Et donc, on va avoir beaucoup de news, en tout cas sur Ethereum, et peut-être même des ZK-EVM qui peuvent être portés ailleurs que Ethereum. Ce serait d'autant plus intéressant, et ça donnerait une notion de scalabilité très forte à d'autres blockchains, et je trouve l'idée et le concept très important pour l'évolution de la blockchain en général. On va terminer la partie news, on attaque la partie technique, mais avant, le petit rappel sur le Discord, un Discord que j'ai créé exprès pour le partage et globalement être un hub d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, l'investissement, le trading. Donc il y a plein d'informations qui sont notées dedans, il y a une communauté de passionnés, c'est fait exprès pour pouvoir échanger et pour aller plus loin. Pour ceux qui veulent aller même plus loin, on a mis en place la partie premium avec plein d'avantages, avec beaucoup plus de contenu, plus de 100 vidéos, 300 pages de guides et de formation. Ça continue toutes les semaines, on produit du contenu toutes les semaines et ça arrive continuellement. Il y a en plus des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, il y a des guides un petit peu sur tout ce qui traite à la blockchain de façon à pouvoir vous former. Il y a des lives, plusieurs lives par mois pour pouvoir aller plus loin. Il y a des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Globalement, il y a tout pour aller plus loin, il y a tout pour pouvoir se former et se préparer à la suite et pouvoir construire un véritable plan d'investissement ou un plan de trading. On attaque maintenant la partie technique. Alors, partie technique qui commence avec notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la 4 composée en A, B, C classique, B avec extension, C avec extension classique aussi. Nous sommes sur le 382, sur un order block, donc dans une zone très importante pour globalement le cours et la fin de cette 4. En plus, nous avons du wick-off avec une réaccumulation de wick-off en BC, AR, ST. Donc nous sommes dans une réaccumulation avec un ST qui a pris la liquidité du BC, donc nous sommes bien dans une réaccumulation, et le saut est descendu en dessous de la R, prend la liquidité de la R, donc nous sommes dans une accumulation forte, donc quelque chose qui est majoritairement bullish. La question qu'on se pose, c'est est-ce que nous avons trouvé le point bas ici, ou est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, nous pouvons descendre plus bas, nous avons deux targets, techniquement, qui nous disent 1, 14 500 avec le top de la 1, que si on enfonce, ça veut dire que notre hypothèse héliotiste est fausse, et on l'enfoncerait pour aller chercher le target suivant, qui serait le 1 618, qui serait les 10 000 ici, au niveau de cet order block qui se trouve là. Donc on aurait dans une zone très classique sur lequel on pourrait retravailler pour ensuite repartir à la hausse, dans le cas d'une 4 ou dans le cas d'une fin d'une grande C, de l'hypothèse que je vous présenterai au moment où on casserait ça. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce que l'on va casser ou non? Oui, nous sommes dans une zone très compliquée, on va zoomer un petit peu sur ce qui est en train de se passer, nous sommes dans une zone d'accumulation actuellement, donc zone dans laquelle généralement on a tendance à créer des liquidités, c'est une accumulation de wick-off. Donc on a le selling climax, l'automatic rally, le secondary test, donc SC, AR, ST. Ce que l'on attend normalement dans une accumulation de wick-off, c'est de la création de liquidité à travers le SC et les ST, pour pouvoir après aller la chercher, faire un STB. STB étant une descente du prix avec prise du SC, donc une cassure de ce niveau-là, très important, pour ensuite justement remonter. C'est-à-dire qu'on irait faire une descente, ici, cassure,
et ensuite remonter, soit faire un retest, soit rebaisser pour faire un spring, et réaccélérer. Donc il y a plusieurs possibilités là-dessus, il y a soit STB, retest, spring, break of structure ici, donc accélération haussière qui dénote un changement de pattern, réaccélération, ensuite on reteste et on part. Soit on n'est pas obligé de faire le spring, bien évidemment, on peut juste faire le STB, remonter, retest et partir avec un break of structure majeur. Donc ça c'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu le concept même que l'on retrouve dans la notion de l'accumulation de Wyckoff et qu'on voit même ici parce qu'on a dans l'accumulation de Wyckoff plusieurs types et ici on avait par exemple la mise en place d'un cric haussier de création de liquidité dans lequel on crée des liquidités à travers le canal haussier qui est mis en place, dans lequel on va aller moissonner ces liquidités avec une accélération haussière et dans lequel on est allé moissonner les liquidités basses avec ceci et même pour aller plus loin, on voit qu'on a vraiment de la manipulation exprès pour création de liquidation et liquidation pour plusieurs raisons. Parce que, nous avons par exemple ici une cassure du canal, ok, baissier. Donc ici, nous avons des personnes qui se positionnent en short. Qu'est-ce qui se passe? On réaccélère la hausse, on liquide ces personnes-là, on réintègre le canal, donc les personnes se positionnent cette fois-ci en longue, on recasse baissier. Là, quand on voit une pattern comme ça, ça veut dire qu'il faut vraiment se méfier, on est dans un marché en manque de liquidité dans lequel on a beaucoup de leviers et donc forcément des grosses problématiques de liquidation due tout simplement à la densité du marché. Donc ça c'est vraiment très important de le retenir. L'autre point que je voulais vous donner, c'est que si on regarde un petit peu les patterns qui sont effectués et qu'on retrouve un petit peu depuis un certain temps, c'est qu'on voit une accélération haussière, retracement, réaccélération haussière, travail du bas, réaccélération haussière. Ok, là on a la pattern inversée, c'est-à-dire que accélération baissière, gros retracement, donc là nous sommes ici, d'accord, ici. Ensuite, nous avons accélération ici, baissière, accélération haussière, nous avons travail du cours, et nous avons travail du cours. Donc on a quand même des grosses patterns. Donc ce qu'on attendrait si on avait une corrélation par rapport à ça, ce serait une continuité de l'accélération baissière. D'accord? Et si on regarde autrement, et on va zoomer un petit peu plus sur ce qui s'est passé ici dans cette zone-là, vous allez voir, nous sommes même dans quelque chose qui est un petit peu flagrant, où on avait ici une divergence bearish très forte au niveau du RSI et du cours, d'accord, on la voit très très bien ici. Qu'est-ce que l'on a ici? Très intéressant de noter, c'est que nous avons une divergence, hop, nous avons une divergence haussière qui est somme toute aussi très marquée, qui peut descendre encore plus bas. On voit bien la durée dans laquelle cette divergence s'est mise en place, et les impulsions du cours, donc on pourrait continuer à descendre très fort, mais ce qui est intéressant, c'est que le momentum est en train de se structurer pour une reprise haussière. Donc là, si on zoome un petit peu, c'est un petit peu l'optique que l'on a depuis un certain temps. Là, je vous avais expliqué de toute façon, dans tous les cas, ce que j'avais en tête, c'était potentiellement, ici, avoir un BCARST saut, mise en place d'une distribution avec une accélération haussière UT-UTAN. Donc ça c'est un petit peu l'idée que j'ai. Par contre, si on se retrouve sur une cassure baissière de ce niveau-là, là il va falloir se poser des questions. Pour moi, le niveau d'un saut ne doit pas, ici, casser en dessous de ce niveau-là. Ça, c'est un point pour moi très important. Si on casse ici, c'est que c'est autre chose, on n'est pas dans une validation d'une distribution structurelle qui est en train d'être faite, c'est-à-dire qu'on est dans une continuité baissière avec la création et un renforcement de liquidité supérieure pour aller la chasser après, d'accord? Donc ça veut dire que là on crée de la liquidité pour pouvoir aller la chasser. Néanmoins, au vu des liquidités et des clusters de liquidation que l'on voit actuellement, ce sont des clusters de liquidation majoritairement, donc on avait beaucoup de longs qui étaient en train de se structurer, d'accord, qu'on est allé chercher ici, et là actuellement c'est beaucoup de shorts qui sont en train de se structurer ici, d'accord, dans les 20 000, globalement 21 000, oui, 20 000, 20 500, 21 000, on a vraiment plusieurs clusters qui se mettent en place, dans lesquels on pourra avoir une réaccélération haussière, et si on a une réaccélération haussière et qu'on tape dans ces clusters, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement on aura un short squeeze qui se mettra en place, et un gros short squeeze, hein. C'est-à-dire que là on ira très vite, très haut, mais pour ça, il faut une première impulsion haussière qui doit être marquée. Là actuellement, pourquoi on s'enfonce? On va aller voir, on a l'order flow qui pourtant nous montre qu'on ne devrait pas s'enfoncer, donc très important, on va aller le regarder, mais ensuite on a le Nasdaq qui malheureusement nous empêtre un petit peu. Alors, order flow.
Order flow, pourquoi je vous dis que on ne devrait pas s'enfoncer? On ne devrait pas s'enfoncer, et c'est pour ça que la divergence, je lui donne un certain poids, parce que l'order flow est en train de me donner raison. On a une cohérence entre la totalité des comptes, les top traders, tout le monde est en longue, majoritairement. On n'a pas réellement de contraction, on a une petite diminution légère, donc on a une petite divergence, vraiment toute petite, hein, entre ici et ici. On a des petites divergences qui sont en train d'être faites. Mais ça reste pour moi, somme toute, assez léger. Donc j'ai tendance à penser que, bon, pour l'instant, on est quand même assez cohérent dans la mise en place top trader et long trader. Et que à côté, ce qui a donné l'accélération de l'open interest ici, ça a été ce niveau-là, d'accord? Ça a été ce niveau-là, donc c'est-à-dire structurellement le prix à 19 000. Ce lot-là que je vous ai dit qu'il ne faut pas casser. Parce que, là, à l'heure actuelle, c'est globalement tous ceux qui sont rentrés en position avec une augmentation de l'open interest qui s'effectue durant toute cette accélération haussière. Derrière, on a une prise de profit, oui, mais on voit qu'on est en train de remonter légèrement. On est dans des personnes qui sont en train de monter. Et regardez tout simplement le ratio. On voit bien que le ratio ne s'équilibre pas. Le ratio open interest market cap est en train de monter. Ça veut dire que les personnes sont en train de se positionner en longue, en levier, au fur et à mesure. Et c'est très important de le noter, parce que quand on a une divergence entre la totalité des comptes et top trader, ok, on peut se dire qu'il y a de la manipulation. Quand on a les deux, généralement, c'est qu'on a un sens de marché qui est en train d'être fait. Le problème, c'est que là, actuellement, malgré ça, le marché continue à chuter. Et ça, c'est très très important à retenir. C'est pour ça que quand on a une divergence plus un inflow comme ça peut être un signe. Donc il faut vraiment le garder en tête pour pouvoir voir est-ce qu'on va avoir une cassure baissière ou pas. Si on a une cassure baissière, on risque d'avoir une cassure baissière très très forte, hein. Par contre, si là on break, je pense qu'on va aller très bas et c'est possiblement le moment où on va aller tester, prendre la liquidité du SC, donc aller chercher en dessous des 17 500. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire qu'on va liquider les comptes classiques, on va liquider les top traders, et ça veut dire qu'on aura une contraction très très forte du cours qui se fera des deux côtés, avec certainement un open interest qui va chuter vers 120 000 potentiellement, ou moins redescendre en dessous des 140, redescendre voire même en dessous des 130, pour aller chercher la liquidité qui se trouve là, parce que de toute façon, tout simplement, les personnes là actuellement, qui ouvrent et qui sont ouverts, parce qu'on n'a pas trop d'augmentation, on n'a même quasiment pas d'augmentation de short, donc ça veut dire que l'open interest, les personnes sont en train d'acheter pour une continuité haussière. Donc là, c'est très très important de le retenir, et c'est ce qui peut donner le ton. Par contre, là on parle des crypto-monnaies. Si on regarde un peu sur le Nasdaq, ou sur le marché des actifs, donc des actions, on a quand même quelque chose qui, somme toute, a une semaine quand même très très mauvaise, vraiment très mauvaise. Et si on zoome un petit peu en journée, on va voir que la journée d'hier a commencé quand même très mauvais, avec une grosse chute, mais on a ravalé une partie. Là par contre, on voit qu'on recommence avec une grosse chute. Est-ce qu'on va être capable de ravaler ou pas? On a quand même une lutte très très forte, hein, sur les niveaux, même si on a cassé, hein. De toute façon, moi je vous ai dit, à partir du moment où on avait cassé ce niveau-là, pour moi, le prochain arrêt c'est 10 500. 10 500, niveau 618, 382 sur le Nasdaq, gros niveau de support, donc sur lequel on pourrait avoir en plus une continuité avec une petite mèche qui pourrait chercher le 272 d'une continuité baissière. Donc là, on aurait vraiment un gros niveau de travail avec potentiellement une mèche structurelle qui va chercher. Je veux dire, si on descend aussi fortement ce qu'on a effectué ici, d'accord, avec l'annonce du chômage, on a fait 3,4%. Ok, on se positionne ici où on en est. 3,5, 3,6. Ok, donc du coup, on peut y arriver assez vite et structuré. Est-ce que c'est ça qui met la pression au BTC? Clairement, pour moi, c'est ça qui met la pression au BTC. Et malgré les chutes du Nasdaq colossales, le BTC est résilient. D'accord? On n'a pas cassé encore les 17 000. Alors qu'on a un Nasdaq qui est descendu en dessous du point le plus bas qui avait été donné. Donc on a cassé des niveaux plus bas sur les actions, alors que le BTC, par exemple, est résilient. On n'est pas allé casser le plus bas de juin. On n'est pas allé casser le plus bas de juin, alors que globalement, le 17 juin, on était descendu encore plus bas. Le 13 juin, enfin voilà, c'était plus bas du 13 juin, on était redescendu encore plus bas sur le Nasdaq. Et ensuite, là, on a renfoncé une fois, deux fois, là, actuellement, ce qu'on est allé chercher
ici une petite liquidité, je pense que certainement on va continuer la descente. Donc on a quand même deux points forts qui ont été donnés, et on voit que le BTC, lui, heureusement, reste dans une range très intéressante sur lequel on travaille. C'est une zone de travail de prix, je vous ai dit 15 000, 25 000, sur lequel on avait potentiellement un range. Oui, on peut aller chercher, et même si on suit Wyckoff, on devrait aller chercher le SC. Ce n'est pas une obligation déjà. Le but de l'accumulation, c'est créer de la liquidité, aller la chercher. Chose qu'on fait très très bien sans aller chercher le SC, donc sans faire de STB. Mais dans tous les cas, ce qu'on attendrait de Wyckoff classique, ce serait un STB, donc une cassure baissière, ça nous étonnerait même pas, mais dans tous les cas, on reste quand même très résilient, parce qu'on a cassé les 11 000, et le BTC toujours à 19 000 $. Toujours à 19 000 $. Bon, voilà. Ensuite, nous avons le SP500. SP500 qui, lui, est peut-être un petit peu plus résilient que le Nasdaq, parce qu'on n'est pas allé chercher le dessous. Voilà. Si on regarde un petit peu par rapport à l'accélération baissière ici, qu'on voit hier, on a cassé baissier. Deuxième journée, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une continuité de casse. Là, on n'en avait pas cassé, donc on a toujours préservé les 3550, on a toujours préservé les 3500, niveau très important pour le SP500, et donc, du coup, on a quand même quelque chose qui forme une forme de résilience. Le souci, c'est à côté, c'est notre copain DXY, qui continue à pousser l'indice dollar, très très important, qui donne globalement la puissance du dollar, et si on regarde, je pense qu'on a une continuité de la divergence baissière, mais qui ne veut pas se concrétiser. Non, même pas, on a une cassure la divergence baissière. Ici, on va attendre la deuxième accélération. Est-ce qu'on va avoir encore une accélération haussière structurelle qui va se faire pour nous montrer une divergence? Donc là, on va attendre un cours qui va pousser, et potentiellement ici, structurellement, quelque chose qui va être baissier. Mais on a quand même ici une cassure de la divergence qui a été faite, donc qui est plutôt positif pour le dollar, mais plutôt négatif pour le reste des actifs. Clairement, pour le reste des actifs, ce n'est pas bon. On va regarder juste en weekly. Rapidement, bon, weekly on a toujours la grosse divergence, donc c'est bon. C'est le plus important, c'est que ici on a quelque chose qui est haussier sur le momentum. On a une faiblesse qui est montrée, mais c'est une faiblesse qui est montrée depuis mai 2022. Donc vous voyez, c'est bon, il y a le temps. Globalement, il y a le temps. Ce type de divergence là prend du temps, donc on sait qu'à un moment donné on va avoir une correction forte de l'indice dollar, mais ce n'est pas exclu qu'on continue à monter pour aller chercher les 115, voire les 121. Moi je vous ai donné 121 comme objectif parce que c'est le dernier top, c'est en même temps l'objectif 272 de l'extension de la première impulsion qui a été donnée de ce mouvement haussier. Donc pour moi c'est une target très importante, que ce soit pour les institutionnels, que ce soit pour les traders, que ce soit pour les bots de trading. Globalement c'est une target sur laquelle il va falloir aller chercher. Est-ce qu'on va aller la chercher entièrement, ou est-ce qu'on va avoir des cycles de vente de distribution qui vont se mettre en place avant, au-dessus des 115 et en dessous des 121? Possible. Pour moi, j'ai tendance à penser que potentiellement on peut aller chercher légèrement au-dessus avec une petite mèche et une cassure baissière. Si jamais on va chercher les 121 au niveau de l'indice dollar, bon là par contre, c'est pas bon signe pour absolument tous les actifs, que ce soit risqué, non risqué. Là-dessus, ça va être vraiment problématique, et ça serait dans une cohérence, d'une continuité de l'augmentation des taux de la Fed, sans possible visibilité d'une diminution, ou en tout cas d'une zone pivot de la Fed, sur lequel on aurait potentiellement un plateau pour ensuite entamer une baisse. Bon, là en l'occurrence, clairement, on n'a pas encore cette visibilité-là. On attend, je pense, l'inflation ici, et ensuite les discours qui vont être mis en place. Clairement, si on commence à avoir une diminution de l'inflation, pour rappel, fin de semaine, jeudi, nous avons les chiffres de l'inflation. Si nous avons une grosse diminution de l'inflation, en tout cas une courbe descendante de l'inflation, ce sera positif. Ça veut dire que l'augmentation de taux fonctionne. Ça veut dire aussi que on pourrait avoir une augmentation des taux qui serait cohérente par rapport à ce qui avait été annoncé, non pas une grosse augmentation supérieure à ce qui avait été escompté, et ensuite la mise en place d'une zone pivot dans laquelle on pourrait entamer une continuité de descente des taux, et donc derrière un DXY qui entamerait sa phase de distribution pour casser baissier durant cette phase de plateau, pour ensuite chuter. Donc ça voudrait dire qu'on aurait un retour des marchés actions, etc., qui pourrait repartir. On n'oublie pas que dans tous les cas, le marché en lui-même price 6 mois, 1 an à l'avance, et 3 mois à 6 mois, 9 mois, ça dépend. Globalement, antérieurement, ça a toujours été entre 6 mois et 1 an, et c'est vrai que depuis déjà quelques années, on remarque que c'est plus
3 à 6 mois, étant donné que ça vient majoritairement du fait que les opérateurs sont de moins en moins humains et donc il y a moins en moins de pricing et que c'est lié à des méthodologies en fait de calcul stratégiques sur des algorithmes rentrés. Donc du coup c'est encore un petit peu différent, c'est en train d'évoluer. Donc on va dire 3 à 6 mois, donc on est en train de pricer 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, clairement, on est en train de nous dire que potentiellement il n'y aura pas de baisse d'ici 3 à 6 mois. Ok. Mais qu'est-ce qui va se passer courant 2023, milieu 2023? Est-ce que on sera toujours dans une continuité de l'augmentation des taux, ce qui serait excessivement négatif pour l'économie? On rappelle aussi que les taux du chômage sont plutôt positifs, donc c'est vrai que l'économie américaine est plutôt forte, donc ça veut dire qu'on peut continuer à augmenter les taux fortement. Parce que, dans tous les cas, il y a une règle qui se dit, c'est que l'inflation, pour combattre l'inflation, il faut du chômage. Il faut que les personnes perdent leur job, il faut que l'économie souffre pour que l'inflation diminue. Et l'augmentation des taux directeurs entraîne en fait une contraction pour pouvoir justement créer ce type de phénomène-là. Donc bon, c'est à voir, là pour l'instant ce n'est que conjecture, on va attendre les nouvelles, le discours de mercredi et les annonces d'inflation de jeudi pour pouvoir se positionner sur cette fin d'année et avoir une conjecture à 6 mois, savoir un petit peu est-ce que oui ou non on va rentrer dans une zone de plateau. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord.